Et nous allons parler aujourd'hui des outils, de comment on va outiller les équipes pour faire face aux nouveaux enjeux que cette crise de la Covid et que cette année de télétravail et de rebondissement dans les entreprises ont pu occasionner. Avec moi aujourd'hui, j'ai donc deux spécialistes de ce sujet-là, Jean-Sylve Shaker qui travaille pour Microsoft et Geneviève Provencher qui travaille pour MyFlow et qui est la fondatrice de MyFlow. Je vais les laisser se présenter tous les deux et présenter leur titre et ce qu'ils font un petit peu dans leur quotidien. Vous allez voir que ce sont des experts du sujet. Et puis ensuite, on va avoir une conversation ouverte sur le sujet. On a pris un peu ce format-là, donc vous pourrez interagir avec nous dans le chat ou dans le module de questions-réponses. On va faire ça un peu comme une petite table ronde à trois. Et on vous invite bien évidemment à partager et à poser vos questions tout au long du webinaire et de la conversation. Geneviève, je te laisse peut-être commencer par te présenter. Bonjour tout le monde. En ce mois de mars 2021, un an après le début de la pandémie quand même, on est encore dans ce mois-ci. Moi, je suis la fondatrice de Flow. Et puis Flow, on s'intéressait à la flexibilité au travail, aux mesures flexibles de travail avant la pandémie. Donc, quand c'est arrivé, on était un tout petit peu plus près, en fait, à envisager ce nouveau monde du travail-là qu'on connaît aujourd'hui. Flow, c'est une plateforme de recherche d'emploi à la base, en fait. C'est une plateforme qui met de l'avant les entreprises flexibles du Québec. Depuis le début de la pandémie, on a également mis sur pied un service de consultation qui accompagne, en fait, on accompagne les entreprises pour se structurer dans cette nouvelle flexibilité-là. Donc, une flexibilité qui est arrivée très rapidement, avec laquelle on a eu tout le monde, tous et toutes, d'une certaine façon, à gérer. Et puis donc, c'est un peu ce qu'on fait chez Flow depuis maintenant 2018. On a ces trois services-là. Et puis, moi, je suis la fondatrice. Donc, experte, je pense que je peux me qualifier d'experte maintenant en flexibilité. On est assez passionné sur le sujet. Puis, même si c'est problématique parfois, la flexibilité, c'est quand même une bonne chose et une chose très positive. Donc, je suis très contente d'être aujourd'hui avec vous pour en discuter. Merci beaucoup Geneviève d'être là. Jean-Steve, je vais te donner la parole aussi. Parfait. Merci beaucoup, Florian. Donc, comme Geneviève l'a mentionné, ça fait effectivement déjà un an. Moi, je suis responsable du Centre des technologies Microsoft, directement dans les bureaux de Microsoft situés au centre-ville de Montréal. Je suis responsable du Centre des technologies, mais le Centre des technologies, c'était quoi? C'était, et lorsque je parle au passé, c'est que c'est très différent maintenant, un an plus tard, c'est que c'est un centre où les clients pouvaient venir discuter avec moi, on pouvait voir les technologies en action, on pouvait interagir, faire des preuves de concept, on pouvait faire aussi des brainstorming sessions sur le redesign d'organisation, sur comment améliorer les processus d'affaires et autres. Depuis un an, la situation a fait que tout est rendu virtuel. J'ai dû moi-même m'adapter à la maison. Au début, comme fort probablement plusieurs d'entre vous aviez pensé que ça durerait seulement quelques mois. Donc, les premiers mois, ça a été difficile en se disant, bon, ben, on n'était peut-être pas très bien installé à la maison. Et on se disait, bon, ça va être de 2, 3, 4 mois maximum. Et puis, on s'est rendu vite compte à la fin de l'été que c'était pour encore perdurer. Donc, j'ai dû m'installer plus adéquatement à la maison moi-même et faire face au télétravail. Et donc, aujourd'hui, ben, ça me fait plaisir de discuter avec vous des différentes façons que nous, on utilise au quotidien également pour pallier à cette situation. Merci beaucoup, Jean-Sylve. Écoutez, rentrons dans le vif du sujet. En préparant cette rencontre, on a beaucoup parlé de qu'est-ce que ça prenait pour s'adapter à la situation et un mot qui est revenu énormément, ça a été ce mot de flexibilité. Geneviève, tu l'as beaucoup cité, je sais que c'est un mot qui te touche beaucoup. Qu'est-ce que c'est pour toi, Geneviève, la flexibilité en fait? Je peux donner deux définitions, c'est drôle là, parce que tout le monde, quand on se parle, souvent on a ça, avant la pandémie, puis maintenant la situation qui est un peu différente. Il faut savoir qu'on est dans une période de transition aussi en ce moment, donc ce qu'on vit dans nos vies personnelles et au travail, c'est
la transition, en fait. Éventuellement, si on se reparle dans 1 an ou dans 2 ans, on va être établi dans un autre marché du travail qui va être différent de celui il y a 1 an, mais qui ne sera pas le portrait de ce qu'on vit actuellement. Donc, la flexibilité, pour nous, avant la pandémie, ça représentait, en fait, le pourquoi on a mis Flow sur pied et donc on parle de flexibilité autant, c'est qu'on voulait que les entreprises arrivent à offrir des conditions de travail flexibles, donc des mesures flexibles de travail qui peuvent être du télétravail, mais pas que. Donc, des horaires flexibles de travail, des horaires variables, des vacances, 4 semaines de vacances et plus. Et puis, toutes ces autres conditions-là qui arrivent, qui génèrent en fait un équilibre dans la vie des gens. Donc, ce qu'on voulait, c'est vraiment aider le marché du travail à se transformer. On voulait, à l'époque, accélérer la transformation du marché du travail. On dirait que quelqu'un nous a entendu. Mais on voulait donc accélérer la transformation du marché du travail pour faire en sorte que les entreprises offrent des conditions flexibles à leurs employés pour que les gens puissent atteindre un certain équilibre, en fait, qu'on appelle plus communément la conciliation famille-travail ou la conciliation travail-vie personnelle. Donc, c'est un peu le grand chapeau et la mission de Flow. Et pourquoi nous, on a mis ça sous justement le grand chapiteau de la flexibilité, c'est que la flexibilité entre autant dans les mesures flexibles de travail que dans le télétravail, que dans la façon de gérer ses employés aussi, en termes, si on parle actuellement. Donc, la flexibilité, pour moi, ça a pris tout son sens et pour tout Flow, en fait, ça a pris son sens parce que en ce moment, il faut qu'on ait des gestionnaires qui sont flexibles, il faut qu'on ait des employés qui soient flexibles. On doit avoir des entreprises qui, les stratégies d'affaires doivent être flexibles, doivent s'adapter. Donc, vraiment, je pense qu'en ce moment, ça teste beaucoup notre résilience. Je pense que résilience, confiance et flexibilité sont 3 mots forts qu'on entend beaucoup. Mais donc, pour la flexibilité pour Flow, c'est vraiment d'être flexible, pas simplement dans le télétravail ou dans ses mesures flexibles, mais aussi dans son style de leadership et dans autant de la part des gestionnaires que de la part des employés également. OK. Jean-Steve, toi, est-ce que tu as ta définition à toi de la flexibilité? Absolument. Donc, la flexibilité, on doit mixer ça avec le travail, bien sûr, mais également avec la vie familiale. Du fait de travailler à la maison aujourd'hui, on doit négocier avec les enfants qui ont été très longtemps présents à la maison. On a des grands adolescents ou des jeunes adultes qui sont à l'université également qui sont à la maison. On doit justement, je dirais, jongler avec ça au quotidien, malgré qu'on a du travail, on a du télétravail, on fait des conférences comme aujourd'hui. Donc, la flexibilité, c'est aussi ça. C'est aussi de pouvoir s'adapter en fonction des outils qu'on a, mais aussi en même temps du temps qu'on a. Et un point qu'il faut faire attention lorsqu'on parle de flexibilité, c'est que on dit, bon, ben, tout simplement, on est aujourd'hui à la maison, notre ordinateur est à la maison, puis on n'est pas loin. Donc, c'est très tentant de pouvoir y aller, mais la flexibilité, c'est justement de pouvoir gérer son horaire pour en même temps dire, bon, ben, OK, je vais arrêter un peu, je vais m'occuper des enfants ou d'autres choses dans la maison. Puis, en même temps, ben là, je vais travailler un peu plus tard. Donc, ça permet en même temps de faire ce genre de jonglerie-là avec le temps. Donc, c'est ça. Je pense que si je peux renchérir un peu sur ce que Jean-Steve a dit, en fait, c'est tout à fait vrai. Et un des enjeux que ça a amené aussi aujourd'hui, c'est que la flexibilité, c'est très flexible, c'est chouette, mais il faut vraiment que ça soit bien encadré pour que ça fonctionne bien. Puis justement, tu l'as abordé juste un tout petit peu, Jean-Steve, mais c'est vraiment ça prend aussi un cadre aux employés pour que même s'ils sont à la maison, même si le bureau fait partie de l'environnement personnel maintenant, puis pour certains, il y en a qui ont eu accès à des bureaux, mais pour certains, sont en télétravail depuis mars, donc depuis 1 an complètement. Donc, on s'est réadapté. Cela dit, ça ne veut pas nécessairement dire que c'est optimal encore. Donc, je pense que c'est ça, c'est d'arriver avec une flexibilité qui est bien, je pense qu'on peut en tirer beaucoup d'avantages, mais aujourd'hui, dans la situation actuelle, c'est vraiment de dire qu'est-ce qu'on en fait de cette flexibilité-là, puis où est-ce qu'on veut l'amener, puis surtout comment on veut l'encadrer, bien l'encadrer. OK. Une des choses qui nous intéressait, d'ailleurs, j'en profite pour vous inviter dans le chat à participer. Bonjour à ceux qui ont commencé. C'était de savoir un petit peu, vous aussi, qui êtes les participants de ce panel, c'est quoi pour vous la flexibilité? C'est quoi votre définition de votre côté de la flexibilité et des enjeux que vous rencontrez? Vous avez commencé, Jean-Steve et Geneviève, à parler un petit peu des enjeux. Je pense qu'il y a 2 grands volets qu'on va pouvoir explorer, en tout cas dans les enjeux que tout le monde a vus cette année.
c'est d'un côté des questions d'organisation, puis ça, c'est probablement un petit peu ce dont vous parliez sur le cadre. Et puis, il y a aussi des enjeux sur les outils, sur la technique. Jean-Steve, peut-être que la technique, c'est quelque chose que tu as un peu plus effleuré du doigt. Ça a été quoi les enjeux principaux que tu as repérés d'un point de vue technologique? Qu'est-ce qui manque principalement comme fonctionnalité de base, finalement, aux entreprises, souvent pour pouvoir télétravailler efficacement? En fait, je vais revenir justement il y a un an, au mois de mars, lorsque tout le monde était confiné à rester à la maison. J'ai été appelé un peu comme un pompier de la part de plusieurs organisations qui m'ont dit « Jean-Steve, on planifiait mettre en place des solutions de télétravail, mais on s'est fait prendre de court de pas quelques mois, mais des fois d'1 an, voire 2 ans. Et puis, les solutions n'étaient pas vraiment bien mises en place. » Mais certaines organisations, les solutions étaient mises en place, mais les gens n'étaient pas formés non plus. Donc, on arrivait avec des technologies qui leur étaient données rapidement, sans aucune formation. Donc, les organisations ont dû se revirer rapidement pour pouvoir offrir de la formation et où se retourner. Donc, moi, j'ai eu à former, là, je vous dirais, de mars à septembre, j'ai formé environ 12 000 personnes, donc 12 000 employés en entreprise, par des conférences un peu comme on fait aujourd'hui, mais plus dans un volet démo. Donc, il y a le volet formation des outils de technologie qui sont, je dirais, déficients aujourd'hui, que la plupart des organisations n'avaient pas prévu des plans de formation pour leurs employés. Donc, ça, c'est un des défis que je dirais que les entreprises ont fait face. Et les gens à la maison ont été un peu aussi ils ont dû devenir un peu plus autonomes. Avant ça, lorsqu'ils avaient un problème, bien, ils appelaient tout simplement le département informatique et le problème était réglé ou en fait, en très peu de temps, devait être réglé. Maintenant, les gens se doivent d'être un peu plus autonomes, un peu plus connaissants des technologies et ils doivent même eux-mêmes, souvent même, supporter leurs enfants qui, eux, ont dû faire le télééducation à distance, donc qui ont dû se mettre, comme on dit, les 2 pieds à l'eau rapidement sur ces technologies-là. Donc, ça a été une des défaillances, mais quand même, les gens, je crois, qu'ont rattrapé rapidement ce gap. Et également, c'est l'environnement de travail qui était un défi. Souvent, les gens s'installaient sur un petit bureau ou sur une chaise très peu confortable qui, en fait, on passait juste quelques heures par semaine sur cette chaise-là. Mais maintenant, on se doit de réorganiser tout notre environnement de travail, que ce soit autant l'espace de bureau, que ce soit, par exemple, notre fauteuil. À titre d'exemple, moi, j'ai une petite anecdote. Ma fille qui est à l'université, sa première année à l'université, et on a dû changer 3 fois de chaise, étant donné qu'elle passait plus de quasiment 60-70 heures minimum par semaine sur sa chaise. Donc, c'est des choses comme ça qu'on a dû regarder. Puis d'un point de vue technologique, bien en fait, c'était aussi les connexions Internet. Beaucoup de gens se disaient, bien nous, on avait une petite connexion Internet parce que, bon, principalement, je travaille de la maison. L'Internet était utilisé pour soit du Netflix ou d'autres technologies. Mais là, souvent, on avait les enfants à la maison qui écoutaient du Netflix, mais nous, on devait travailler avec la vidéo, le son. On avait beaucoup de problèmes et ça, c'est ce que j'ai remarqué. Et les organisations ont dû justement demander à leurs employés souvent de dire, bien, écoute, si tu as des problèmes de connexion, est-ce que c'est possible d'augmenter ta vitesse Internet et autres? Donc, c'est des choses qu'on a dû faire face. Également aussi sur les appareils. Je sais que souvent les appareils étaient des fois avec des vieux logiciels ou il y avait aussi des logiciels familiales sur l'appareil qui occasionnaient des lenteurs. Donc, souvent on parlait avec les gens, ça saccadait énormément. Donc, encore là, ça a été tous des défis qu'au mois de mars, avril et mai, là, que les gens ont dû se revirer de bord et de trouver des solutions. OK. Geneviève, est-ce que tu as observé des choses similaires de ton côté? Oui. Moi, je serais curieuse d'entendre, c'est vraiment, c'est un retour dans le passé, en fait. Je pense qu'on a tous vécu les choses que tu as mentionnées. Mais c'est quoi les enjeux maintenant aussi? Oui, ben, c'est ça, en fait. C'est que, puis j'aimerais ça, je ne sais pas si les gens ont envie de participer, là, mais tu sais, entendre quels sont ces enjeux-là aujourd'hui. En fait, on est passé de OK, il faut s'adapter, etc. à maintenant, on a quand même, on est dans
un entre-deux, là, je pense, aujourd'hui, où est-ce que les gens sont devenus un peu plus résilients, se sont adaptés, etc. Ils n'ont pas tous adopté, en fait, les nouvelles façons de travailler, mais en tout cas, ils se sont adaptés certainement. Puis là, on voit qu'on s'en va, sans trop être pessimiste, là, mais enfin, on s'en va peut-être vers une troisième vague, on s'en va vers quelque chose qui c'est un peu dichotomique comme message. Là, on nous dit on réouvre, on déconfine. Là, je parle de Montréal, mais puis en même temps, ben, on nous parle d'une troisième vague. Donc, je pense qu'il faut être très, très prudent, en fait, avec les enjeux. Là, est-ce qu'on ramène les gens au bureau ou pas? Ou enfin, on peut se faire des plans, mais ça ne veut pas dire qu'on peut les mettre à exécution. Donc, je ne sais pas quels sont les enjeux actuels des gens, soit d'un point de vue technologique ou autre. Nous, on accompagne nos clients, en fait, normalement, puis les entreprises avec lesquelles on travaille sur 4 piliers qui, normalement, il y a des enjeux dans ces 4 piliers-là, en fait. Là, je vous l'ai dit rapidement. Donc, il y a la communication, la gestion du changement, le leadership et l'environnement de travail, donc toutes les technologies. Puis, Jean-Steve, à peu près chaque chose que tu as mentionné tombe dans un de ces piliers-là. En fait, c'est soit la communication, ou est-ce que souvent c'est des outils, ou bien la fréquence, ou bien, enfin, là, on va voir le modèle hybride aussi qui s'en vient. Donc, peut-être maintenant, peut-être cet automne, ou peut-être l'année prochaine, mais en tout cas, on va voir le modèle hybride apparaître, c'est-à-dire que nos équipes vont c'est presque immanquable ou inévitable, en fait, comme situation. Nos équipes vont être en partie à la maison, en partie au bureau. Nous, comme gestionnaires, des fois, on va être de la maison avec des équipes sur place. Donc, ça va être quand même assez nouveau, tout ça. Certaines entreprises l'expérimentent déjà, mais je pense que c'est quand même une certaine minorité comparée au reste du marché du travail. La gestion du changement, ben, c'est ça, il faut continuer à être résilient, puis essayer de s'adapter, puis être flexible, mais surtout s'adapter, en fait, essayer de trouver des solutions. Puis, il n'y aura pas de fin abrupte, hein? On ne dira pas du jour au lendemain « OK, c'est terminé, on retourne au travail ». Donc, c'est vraiment, faut toujours être en mode OK, on gère le changement qui se passe, puis surtout, on gère le changement, on essaie de l'anticiper qui s'en vient. Et le leadership, qui n'est pas tout à fait la même chose que ce qu'on a connu avant. Donc, gérer des équipes sur place, en présentiel, une chose, gérer des équipes complètement à distance. Il y a combien d'employés qui sont entrés dans vos entreprises, ceux qui nous écoutent là? Vous avez fait combien d'embauches durant la dernière année d'employés que vous n'avez jamais vus finalement en présentiel? Ils sont juste là à distance, mais bon, ils existent quand même, mais forcément. Et puis, c'est ça. Puis le quatrième pilier, ben, l'environnement de travail, tout ce qui est la technologie, c'est plus la spécialité de Jean-Steve, mais c'est vraiment quelque chose qui peut être une grosse partie du problème, puis des fois, on l'a peut-être juste pas identifié 100%, mais ça peut créer vraiment quelque chose de gros dans les équipes. J'ajouterais également, Geneviève, sur le fait aussi, lorsqu'on parle de comment aujourd'hui, avec la situation, comment les gens peuvent justement s'améliorer. Ouais. En fait, on a pris la dernière année où on a mis à jour nos environnements. On est habitué de travailler avec les technologies où enfin, on est pratiquement assez à l'aise, en fait, là, de pouvoir dire que oui, on est correct. Par contre, où ce que là, on commence à avoir des gaps, et c'est là que aussi les technologies peuvent venir en aide, c'est sur l'aspect des communications entre collègues de travail. Parce que moi-même, j'ai vécu récemment une situation où je parlais avec une collègue et son rôle avait changé, ça faisait environ 6 mois et je n'étais pas au courant. Donc, c'est également sur ce volet-là qu'il va falloir, maintenant, on est rendu dans une phase de changement où OK, on s'est adapté à notre environnement de télétravail, on maîtrise nos outils, on commence à être efficace, donc on produit des résultats, comme on dit. Par contre, maintenant, c'est l'aspect socialisation de l'organisation, de comment pouvoir échanger et discuter avec des collègues de travail. Et c'est là qu'il y a des outils qui vont pouvoir venir nous aider à améliorer ce volet-là. Oui, ben justement, je pense qu'effectivement, ces 4 piliers que je viens de mentionner vont être intéressants à explorer un petit peu. La communication, ça a été la grosse inquiétude pour tout le monde. Puis je pense qu'il y a plusieurs aspects qui vont être intéressants à discuter aujourd'hui. Parce qu'il y a tout un aspect communication efficace, bien s'assurer que l'information soit transmise, comment on la transmet, par quels canaux, parce qu'actuellement, on a des chats, souvent, en tout cas, on a des chats, on a des courriels, on a parfois d'autres solutions qui ont été mises en place pour partager des informations. Mais il y a aussi, et je pense que c'est quelque chose qui est important, tout un aspect de santé mentale qu'il ne faut pas oublier, de bien-être des employés qui est sous-jacent. Puis, une chose qui était aussi évidente que de retourner vers la personne qui est à côté de nous dans l'open space pour
pour discuter rapidement ou poser une question, ou ce début de réunion où on se demandait comment vont tes enfants, comment ça se passe dans ta vie, comme cette espèce d'aspect très humain. Avec la distance, avec le télétravail, il est difficile un petit peu à maintenir aussi. Donc, je pense que là aussi, il y a des suggestions. Peut-être qu'on peut commencer par l'aspect très business de la chose. Jean-Steve, comment est-ce qu'on communique et qu'est-ce qu'on met dans un chat, qu'est-ce qu'on met dans un courriel, qu'est-ce qu'on met dans un SharePoint, qu'est-ce qu'on met dans un OneDrive, c'est quoi dans un Google Drive, dans un logiciel de partage, dans un Jira, si on a ça chez nous, c'est quoi toutes les possibilités de ce côté-là? Tu l'as très bien amené, je te dirais, Florian. C'est qu'aujourd'hui, on a différents outils de communication, mais des fois, on les utilise pas de façon adéquate. Et donc, tu l'as mentionné, il y a entre autres le courriel, il y a le chat, il y a la collaboration documentaire, etc. Dans un premier temps, qu'est-ce qu'on utilise au quotidien souvent? Lorsque vous allumez votre ordinateur le matin, première chose que vous faites, je suis persuadé, c'est vous ouvrez votre logiciel de courrier électronique et vous regardez vos courriels. Et vous dites, bon, bien, OK, parfait, j'ai X nombre de courriels, je me dois de répondre à ça. Et des fois, on se rend compte que dans les discussions par courriel, c'est souvent entre collègues qu'on s'échange des courriels. Bien sûr, on en a avec nos clients, on en a avec des partenaires externes, mais généralement, là, de façon sporadique, c'est souvent avec nos partenaires, avec nos collègues de travail. Nous, ce qu'on a adopté beaucoup chez Microsoft de ce côté-là, lorsque c'est vraiment des discussions à l'interne, on n'utilise plus la méthode du courriel, puisque le courriel garde une certaine distance entre deux ou plusieurs individus. Ce qu'on veut faire, c'est ramener la proximité malgré qu'on est en télétravail et les outils de chat qu'on appelle du message instantané, que ce soit avec des outils, différents outils de chat comme Teams ou d'autres outils avec des outils de Cisco ou autres outils sur le marché. Même aujourd'hui, il y en a qui utilisent WhatsApp souvent, même via le téléphone. Mais en fait, de conserver ces outils-là de conversation rapide avec nos collègues de travail, c'est le genre de meilleure pratique à utiliser pour au moins garder une certaine proximité, puisque dans une situation comme ça, tu peux rapidement poser une question. « Hey, comment ça va? Est-ce que ça va bien à la maison? » etc. Donc, tu as un échange rapide qui se fait du côté message instantané. Donc, je recommande fortement d'utiliser ce genre de plateforme-là pour discuter avec nos collègues de travail. Et de conserver le courriel, bien sûr, lorsqu'on fait des échanges avec des gens à l'extérieur de l'organisation et d'un peu plus formel. C'est-à-dire que, par exemple, je dois communiquer avec un partenaire d'affaires, avec un client ou avec un fournisseur. L'utilisation du courriel va devenir importante parce que, justement, on veut garder une trace, mais aussi, des fois, on va avoir à inclure du monde supplémentaire à l'intérieur du courriel. Il va y avoir des actions à prendre. Des fois, on va vouloir envoyer des documents par courriel, par exemple. Donc, le courriel, l'utiliser à des fins extérieures. Quand je dis extérieures, comme je l'ai mentionné, partenaires, clients et autres. Et conserver le chat pour les collègues de travail. Maintenant, pour l'aspect documentaire, parce que on ne fait pas juste écrire des courriels, hein, et des chats, là, on doit travailler dans des documents, que ce soit même des applications de type d'affaires, que ce soit des logiciels financiers, des logiciels d'inventaire, des bases de données ou autres. Si on regarde l'aspect, par exemple, documentaire, ce qu'il faut savoir, c'est que maintenant, il existe, depuis déjà très fort longtemps, mais je vois que l'adoption dans les organisations commence à se faire malgré que les outils sont en place depuis plusieurs années déjà, mais c'est d'adopter une plateforme qui va nous permettre de collaborer plusieurs personnes en même temps sur nos documents. Parce qu'aujourd'hui, ce qu'on voit encore parfois, c'est « je suis à la maison, je travaille dans un document ». Et les gens, ce qu'ils ont comme habitude, c'est de l'envoyer encore par courriel et la personne doit par la suite reviser, etc. La plupart des entreprises ont déjà des plateformes de collaboration documentaire où ils peuvent garder les documents dans un endroit spécifique, s'assurer que la sécurité des documents non plus n'est pas compromise parce qu'avec le télétravail, c'est un autre facteur qu'on va pouvoir parler un peu plus tard là, cet après-midi, mais la sécurité de nos documents est ainsi conservée de façon locale dans notre organisation ou en fait contrôlée par notre organisation. On peut le partager, on peut être plusieurs à travailler sur ces documents-là. Puis en même temps, on peut conserver le chat sur le côté pour discuter avec nos collègues pour les modifications apportées aux documents.
Donc, ça, c'est le genre de choses qu'il faut garder à l'esprit. Pour les appareils, les outils, je dirais, les appareils financiers, les logiciels financiers que les entreprises utilisent, bien là, il y a différentes façons d'accéder à ça. Souvent, il y en a que pour protéger l'accès ou pour installer les applications, ils vont utiliser des plateformes qu'on appelle des bureaux virtuels. Donc, des environnements virtualisés où ce que les gens, tout simplement, possèdent une autre interface qui n'est pas vraiment sur leur PC. Donc, c'est ce qu'on appelle du bureau virtuel où il y en a des fois qui ont entendu déjà des noms comme du Citrix ou du Terminal Server ou des technologies de la sorte. Donc, c'est aussi des plateformes que certaines entreprises vont utiliser et qui sont adéquates aussi pour le type de travail, là, télétravail, comme on pourrait appeler communément. Donc, c'est vraiment, je dirais, un sommaire, là, bien sûr, là, des différentes pratiques à utiliser pour le télétravail. OK, merci beaucoup. Geneviève, est-ce que tu vois des choses à ajouter peut-être dans la communication, justement, et des aspects très... Comme il y a un aspect très technologique, mais il y a aussi les deux personnes qui communiquent. Oui. Je te laisse. Oui, un aspect très humain, tout à fait. Ben, en fait, c'est ce qui est intéressant aussi aujourd'hui, puis le fait qu'on soit tous les deux, Jean-Steve et moi, sur cette conférence, en fait, ce panel-là de discussion. C'est intéressant parce que je pense que jamais on a autant vu l'utilité, en fait, de rapprocher l'humain de la technologie. En fait, on peut pas s'en passer. On pouvait déjà pas s'en passer avant, mais je pense que là, au début de la pandémie, tout le monde s'est dit, oh, là, si on veut rester dans le monde, en fait, on n'a comme pas le choix. Mais c'est un peu, c'est ça. Il y a les outils, puis il y a après la fréquence, puis comment on utilise ces communications-là, en fait. Une des choses qu'on a vues, c'est soit pas assez de communication, ou qu'on voit encore, pas assez de communication ou trop de communication, en fait. Puis dans les deux cas, ça marche pas, ça fonctionne pas. Donc, pas assez de communication, c'est-à-dire, ben, tantôt, l'exemple que tu as donné, c'était très drôle, en fait, de ta collègue qui avait une promotion il y a 6 mois puis qui n'était pas au courant. Ça fait partie des communications internes. Donc, vraiment, peut-être, ça, c'est ce genre de choses-là à revoir, s'assurer que tout le monde est dans la boucle. Mais une des choses qui a gagné encore plus en popularité, qui était très présente dans les entreprises en technologie avant, mais qui, je pense que maintenant, prend l'ampleur un peu partout, c'est on les appelle les stand-up meetings ou les scrums, en fait. Nous, chez nous, on les appelle les quotidiens, donc on a rebaptisé la chose, mais c'est un court meeting, une courte réunion, en fait. Souvent, il y a des entreprises qui le font debout pour pas qu'on prenne trop d'aise, en fait, puis qu'on se mette à parler de nos fins de semaine. Donc, c'est quand même assez rapide. Puis la dame en pose 2 ou 3 maximum questions très stratégiques. Donc, est-ce que à quoi ressemble ta journée? C'est quoi tes objectifs pour la journée? As-tu des blocages? Puis après, c'est tout, on ne s'étend pas. Donc, ça permet à tout le monde de se voir au moins une fois dans la journée. Et nous, on le constate chez nous, on est une petite équipe, mais quand on en saute un ou que je ne peux pas assister à un, il me manque quelque chose dans ma journée, en fait. Donc, ça permet de se voir. Ça permet aux gestionnaires aussi de savoir un petit peu ce qui va se passer dans la journée de tout un chacun et aux gestionnaires aussi de dire ce qu'il va faire ou ses objectifs pour la journée. Les blocages, les régler rapidement si c'est possible ou de les remettre pour un peu plus tard. Puis vraiment de garder contact avec son équipe, ultra important. Puis la pratique aussi de garder sa caméra allumée dans le plus possible, en fait, vraiment, là, sans que ça devienne trop de pression, mais quand même pour s'assurer qu'on voit nos gens puis chaque gestionnaire est en contact avec son équipe. Donc, ça, c'était pour les communications. Puis on a vu, parce que sinon, ça peut mener à trop de communication. Fait qu'un gestionnaire qui va passer 1 heure ou en fait qui pense passer 20 minutes avec son employé, chacun de ses employés dans son équipe va finir par passer 1 heure, 1 heure et demie parce que les gens ont besoin de parler en ce moment. Les gens sont en pandémie, n'ont pas trop de vie sociale, on n'a plus vraiment de hobby, on fait que ça, travailler puis s'occuper de notre maison puis ce qu'il y a dedans en fait. Donc vraiment, on finit par passer trop de temps puis là, les réunions en Zoom, ça peut être ou en Zoom ou en Teams, peu importe, mais ça peut être très contre-productif vraiment. Donc, il y a ça, d'une part. Puis, nous, ce qu'on a vu aussi au début, là, c'est sûr que c'est un peu des pratiques qui sont un peu moins utilisées parce que les gens sont un peu fatigués des écrans, mais c'est un peu les cafés virtuels, donc de créer des chat rooms, en fait, pour que les gens, littéralement, je sais pas comment l'appeler, là, une chambre de conversation. Merci, une chambre de conversation, merci, qui s'appelle machine à café, en fait, si on l'a vu chez certains de nos clients. Puis, ben, c'est ça, tu sais, au lieu d'aller à une vraie machine à café, tu peux quand même aller, tu sais, des fois, on a le cerveau qui tourne plus, puis ça fonctionne plus, on va aller voir dans la machine à café s'il y a quelqu'un. Donc, ça peut générer des petites discussions plus spontanées. Cela dit, on sent un épuisement des écrans, là, c'est sûr, au moment où on se parle aujourd'hui, là, mais...
Juste pour renchérir sur ce que tu as dit et partager en même temps une pratique qu'on fait chez Microsoft par rapport aux chambres, les salles à café, comme tu dis. Nous, souvent, ce qu'on fait, c'est qu'on a 2 rencontres régionales par mois. Donc, où ce que toute la région de la province du Québec se rencontre de façon virtuelle. On partage des nouvelles, etc. On présente les nouveaux employés et tout. Mais à la fin, on garde toujours un 15 à 30 minutes où ce que justement, on casse l'équipe, on casse la réunion, ce qu'on peut être 70 à 100 personnes, et on casse et on envoie ça dans 10 chambres de chat. Et là, justement, les gens échangent entre eux, comme on dit, avec un café ou c'est ça. Donc, effectivement, c'est vraiment, puis pour l'avoir vécu, ce genre de situation-là, je trouve ça vraiment intéressant. Ça permet de bien échanger avec nos collègues. Ouais, des fois, ça ne nous tente même pas, puis on a comme pas trop le goût. Puis finalement, quand on se retrouve avec les gens, on est content, ça fait du bien. Fait que faut pas avoir peur d'essayer des choses puis de le pousser un peu parce qu'on sait jamais réellement ce dont nos employés ont besoin, ce dont nos équipes ont besoin. Exact. Et c'est un bon point. Comment on fait justement, c'est peut-être un petit peu plus le deuxième pilier, le troisième pilier finalement, excuse-moi, avec la question du leadership, puis du leadership conscient même des fois. Comment est-ce qu'on fait pour savoir de quoi nos équipes ont besoin? Mais, plusieurs choses. On a combien de temps? Non, mais, plusieurs choses. C'est sûr que il y a des outils de sondage, puis peut-être, Jean-Yves, à ce moment-là, tu peux renchérir aussi d'un point de vue technologique, mais c'est là où vraiment l'utilisation des deux, l'un ne va pas sans l'autre maintenant. Là, donc, c'est sûr qu'il y a toujours des petits sondages. Hein. On fait des sondages soit d'engagement, il y a quand même quelques firmes en fait qui se spécialisent là-dedans. On peut faire un sondage maison. Puis je sais l'audience à qui on s'adresse, en fait, ça peut aller de très petite à moyenne à grande entreprise. Donc, il y en a pour tout le monde, vraiment, peut y trouver son compte aujourd'hui. Je pense que si on fait quelques recherches, on est capable de trouver des outils. Si on paye puis on a les moyens, bien, on peut avoir la totale, mais sinon, on peut quand même avoir quelque chose de très, très, très bien et très utile. Donc, sonder ses employés, c'est important de le faire, puis c'était pas juste au début de la pandémie, encore aujourd'hui. Ça se peut que les priorités aient changé, ça se peut que non, moi je suis bien de la maison, se soit transformé en quand est-ce qu'on réouvre le bureau, j'en peux plus d'être chez moi. Puis comme je disais au début, en fait, c'est vraiment une situation qui est temporaire en ce moment, c'est-à-dire que il faut déjà qu'on décide un petit peu de ce qu'on veut que notre entreprise ait l'air dans 6 mois, 1 an, 2 ans. Cela dit, ça ne sera pas ce qu'on vit aujourd'hui. Aujourd'hui, on est forcé, en fait, on est obligé. Après, par contre, ce qui va s'être transformé, ça va être intéressant de le suivre. Donc, ça, pas perdre contact avec ses employés, donc les caméras ouvertes, établir des pratiques, en fait, des bonnes pratiques de rencontres à distance, en fait. C'est quoi un peu l'éthique? C'est quoi la civilité, en fait? Il y a quelques formations qui se donnent, là, on peut en trouver facilement aujourd'hui. C'est quoi comment être civil, en fait, et poli, finalement, quand on parle, on est en réunion tout le temps en ligne comme ça. Puis on a vu que le niveau sur les réseaux sociaux, le niveau de violence a augmenté. On voit des drôles de phénomènes, en fait, qui émergent, puis il faut y faire attention, il faut y porter une attention particulière. Puis l'autre enjeu qui va arriver aussi éventuellement, ça va être quand on va pouvoir être en mode hybride, ben faire attention au favoritisme un peu, les gestionnaires qui vont peut-être être toujours au bureau parce que ça va leur tenter, s'assurer qu'il n'y a pas, on donne pas un projet plus facilement à quelqu'un qui est à côté de nous versus quelqu'un qui est à distance. Donc, ça va être vraiment des enjeux à surveiller, là, ça, pour ce qui s'en vient. Mais donc, s'assurer que nos employés vont bien, bien communiquer, faire des sondages, ça vaut quand même la peine de temps en temps. Puis le gros changement, en fait, c'est le style de leadership par projet et par livrable, et non plus par en présentiel où la personne est là de 8 à 5 à tous les jours, elle travaille fort, c'est sûr et certain. Donc, ça, il y a vraiment tout un réapprentissage ou une transformation à faire. Pas pour tout le monde, mais pour certains, on part de loin quand même. Tu parlais des rencontres. Effectivement, les rencontres, ça a été un changement pas radical finalement, mais parce que justement, on a mis des caméras à la place des sièges des autres personnes. Ouais. Mais il y a quand même des petits changements, Jean-Yves. Est-ce que tu as des bonnes pratiques à nous communiquer pour des rencontres de ton côté? Absolument, parce que justement, souvent, on va avoir quand même une bonne expérience. Un peu comme aujourd'hui, on est
vous nous regardez via vos écrans d'ordinateur. Si notre environnement est sombre ou si tout simplement la visibilité est pas bonne ou notre caméra, l'expérience sera pas agréable de votre côté. Mais c'est également vrai pour l'inverse, c'est-à-dire que vous, si vous voulez tout simplement discuter avec des collègues de travail et que votre environnement est pas convivial, ou quand je dis votre environnement, je parle vraiment là, de vos outils alentour de vous sont pas conviviales, bien l'expérience va être sera pas vraiment intéressante. Donc, en termes de bonnes pratiques, moi, ce que je recommande énormément, c'est d'avoir un environnement où j'ai de la lumière dans la pièce. Parce que moi, personnellement, c'est ce que j'ai dû faire. J'étais toujours au bureau. Donc, j'avais un bureau sous-sol où je travaillais de temps en temps. Quand je dis c'est quelques heures par semaine, peut-être 1 heure ou 2 les soirs, un peu avant d'aller au lit. Mais ça dérangeait pas trop, c'était en soirée. Mais là, maintenant qu'on travaille de façon à temps plein, c'est d'essayer d'organiser notre environnement avec de la lumière. Si c'est pas possible d'avoir des fenêtres, bien tout simplement de mettre de la lumière, de la luminosité. Maintenant même, on peut trouver là, sur des sites d'achat en ligne des lumières là, qui peuvent nous éclairer de façon adéquate. Donc, ou d'essayer de déménager, si c'est possible, notre environnement de travail dans une autre pièce. Moi, c'est ce que j'ai fait. Étant donné qu'on n'a pas de visite, on n'a pas d'amis, j'ai transféré notre salle à dîner en bureau de travail. Donc, là, maintenant, je suis face à une grande vitrine. Donc, je suis très heureux. Donc, ça, c'est une des choses. Également, en termes d'appareils, que ce soit sonore, donc audio, caméra, donc de s'assurer, aussi curieux que ça peut être, souvent les gens s'en rendent pas compte, mais ils utilisent la caméra de leur ordinateur portable et ils utilisent souvent leurs mains pour ouvrir le couvercle de leur laptop et ça met les empreintes de doigts sur la caméra. Et on voit souvent une image floue. Vous le voyez pas puisque c'est votre caméra à vous, mais les gens voient souvent une image floue parce que les empreintes de doigts. Donc, juste vous assurer, bien sûr, de nettoyer votre caméra, le micro, etc. De aussi vous lever, de mettre en sorte d'avoir un environnement qui vous permet d'être, comme moi en ce moment, je suis libre, je peux marcher. J'ai aussi la possibilité, bien sûr, j'ai une chaise, je peux jouer avec mon bureau. Moi, j'ai un bureau qui se monte et qui descend, mais vous pourriez, vous, dans un contexte comme ça, essayer de surélever votre poste de travail à l'aide d'une boîte ou quelque chose comme ça pour au moins de temps en temps alterner debout, assis. Surtout si c'est des rencontres de 1 heure, 30 minutes, 1 heure, c'est bien de se lever. Surtout si vous êtes dans un modèle de présentation, de vous assurer, bien sûr, également d'être debout. Ça va vous libérer la cage thoracique, vous allez avoir un meilleur respire et on le voit souvent, on est dans la salle de conférence au travail, on est devant un tableau blanc, on est debout, on est très énergique. Lorsqu'on se rassoit, moi je le vois souvent, on se rassoit, puis oups, tout d'un coup, notre énergie de présentateur ou de présentation vient de diminuer. Donc, justement, ça là, c'est bien fait. D'autres recommandations aussi que je dirais, c'est que souvent les gens, quand ils étaient au bureau, utilisaient souvent des tableaux blancs dans des salles de conférence. Donc, il y a possibilité aussi d'utiliser des tableaux blancs. Je vous invite, si vous avez des postes Windows, entre autres, c'est de télécharger une application de tableau blanc sur si vous avez Windows 10, par exemple, dans le store, le magasin d'applications, vous pouvez télécharger ce que s'appelle le Microsoft Whiteboard et vous pouvez justement, si vous avez un écran tactile, d'utiliser un crayon, un peu comme si vous avez un écran tactile, vous pouvez faire des dessins sur votre écran. Et en plus, ce qui est intéressant, ce genre de tableau blanc-là, c'est que c'est collaboratif. Donc, vous pouvez être plusieurs à utiliser le tableau blanc en même temps. Il y a d'autres outils aussi sur le marché qui font similairement la même chose. Donc, je vous invite également à utiliser ceci dans votre environnement. Aussi, comme meilleure pratique, c'est également d'avoir, peut-être si vous êtes dans un environnement ouvert, d'avoir un casque d'écoute qui va peut-être couper le son ou en fait un microphone qui va couper le son. Il y en a des fois que comme justement, comme Florian en ce moment, un casque sur sa tête, ou ce que ça capte c'est micro et écouteurs en même temps, mais ça diminue le bruit extérieur. Donc, c'est également des choses que je vous recommande. Par contre, ne soyez pas gênés de temps en temps si, bien sûr, vos enfants ou votre chien arrive pas loin. C'est normal, on est habitué maintenant à ça avec le télétravail, mais quand même, je vous dirais que d'avoir une présence comme ça, c'est plaisant, mais dans une réunion qui dure peut-être 1 heure, juste un peu faire, bien sûr, un peu limité, je dirais. Là. Si les enfants sont juste à côté, peut-être juste en train de jouer, ben peut-être juste les mettre un peu plus loin, mais ils viennent dans la caméra, c'est pas grave. Donc, ça serait les choses que je vous dirais. Et également aussi, de peut-être de temps en temps, si vous avez la possibilité avec un ordinateur portable,
de changer d'endroit, c'est-à-dire que vous pouvez vous installer sur votre bureau, vous installer comme là, les belles journées s'en viennent, de peut-être même vous installer à l'extérieur avec votre ordinateur portable, tant que bien sûr votre réseau sans fil vous suit. Mais si vous faites une conférence avec caméra, faites attention à la luminosité avec le soleil parce que justement, ça fait du contre-jour, on ne voit pas très bien. Donc, c'est quelques petites recommandations comme ça que j'ai pu vous donner en 5 minutes, mais il y en a beaucoup d'autres, bien sûr. Merci Jean-Steve. On a une question de Lamia Bouchneb qui demande si on pense que le télétravail va durer post-pandémie ou si on pense qu'il va y avoir des variantes du télétravail ailleurs qu'à la maison. Je pense qu'on l'a un peu abordé. Effectivement, on s'en va peut-être dans beaucoup d'entreprises vers quelque chose d'un peu hybride. C'est un mot que tu as mentionné, Geneviève. Puis effectivement, il nous reste 20 minutes. Je voudrais qu'on commence à parler des choses plus avancées, entre guillemets, des choses qui sont moins évidentes. Ça va ressembler à quoi du travail hybride et du télétravail hybride? Un des aspects, en fait, qui est très intéressant en ce moment, faut essayer de trouver du positif dans toutes les situations, puis évidemment, outre tout le négatif qui vient avec une pandémie, mais une des choses très positives et intéressantes, en fait, c'est que un gros changement comme ça dans le marché du travail, ça fait très longtemps qu'on n'en a pas vu et qu'on n'en a pas vécu. Donc, c'est fatigant s'adapter au changement. Cela dit, il y a toujours des bonnes choses qui ressortent de ça. Puis c'est le moment, en fait, d'éliminer des pratiques un peu qui traînaient, qui étaient un peu archaïques, etc., puis d'en amener des nouvelles qui vont vraiment être intéressantes. La définition du travail hybride, en fait, évidemment, je n'ai pas de boule de cristal, donc je ne sais pas exactement à quoi ça va ressembler, sauf que je trouvais ça drôle, les variantes du télétravail, c'est dans la thématique, en fait, des variantes aussi de la COVID. Donc, je pense personnellement que le travail hybride, en fait, va être notre modèle de travail. Je ne sais pas si c'est vraiment ce que je souhaite ou en fait ce qui va réellement arriver, mais moi, je nous souhaite qu'on soit vraiment en travail hybride éventuellement, puis qu'on navigue bien là-dedans. Donc, c'est sûr qu'il va toujours y avoir des défis, il faut s'adapter beaucoup, sauf que ça va permettre aux gens, en fait, ce qu'on voit de plus en plus dans les sondages qu'on a vu aussi dans les 6 derniers mois, c'est que les gens aimeraient travailler, en fait, 2 à 3 jours la moyenne, là, 2 à 3 jours de la maison, en fait, et pouvoir surtout décider quand. Donc, avant, on le voyait beaucoup, en fait, 1 à 2 journées de télétravail de la maison, pas le lundi, pas le vendredi. Donc, ou sinon, il fallait le dire d'avance quel jour on télétravaillait. Donc, c'était bien, c'était très bien, mais c'était quand même un peu contraignant. Donc là, maintenant, je pense que ce que les gens ont envie, ce dont les gens ont envie, c'est vraiment de dire, ben ce matin, moi, il s'est passé quelque chose avec mes enfants ou dur matin où ça arrive, où il pleut ou quoi que ce soit, et donc je reste à la maison. Puis c'est pas, j'ai pas besoin en fait de l'avoir planifié la semaine d'avant ou même 3 jours avant. Donc je pense que ça va être une des choses. Le souhait, c'est un peu ça, c'est qu'on puisse décider quand, après comment, où on va télétravailler. Ça dépend vraiment des employeurs. En fait, on en voit qui sont déjà complètement rendus ailleurs. On en voit qui sont encore un peu en résistance, puis c'est OK. Cela dit, je pense définitivement, il y avait une pénurie de main-d'œuvre avant la pandémie. Elle existe encore. On voit d'ailleurs qu'il y a eu une rotation au début parce qu'il y a eu des entreprises qui ont fermé, d'autres qui ont pris beaucoup d'opérations, etc. Donc, il y a eu un mouvement de personnel. Sauf que là, on recommence à le voir et il y a des fonctions aussi, les technologies, les TI, en fait, c'était difficile de trouver des bons talents. C'est encore plus difficile aujourd'hui parce qu'ils sont sursollicités. Même chose pour les ressources humaines aussi, soudainement. Ressources humaines et marketing, ça a pris une autre importance, en fait, dans les entreprises. Donc, au lieu de juste un centre de coût, c'est devenu un centre de coût utile. Je pense qu'il y a ça qui est en train d'arriver aussi. Donc, je pense que les employeurs qui vont bien s'adapter à ce mode de travail-là hybride vont être un petit peu plus gagnants en termes de talent, en fait, parce que sinon, les gens se sont quand même habitués un peu à travailler de la maison. Et n'oubliez pas aussi que si on demandait à tout le monde de retourner au travail demain matin à temps plein, là, du lundi au vendredi au boulot, il y aurait je ne pourrais pas vous dire le pourcentage, mais il y aurait beaucoup, beaucoup de gens qui résisteraient pas à ce stress-là, en fait, là, parce que c'est un stress. C'est comme des gens qui reviennent d'arrêt maladie, de congé maternité, etc. Donc, c'est difficile du jour au lendemain de changer comme on a fait. En fait, on l'a fait une fois, mais là, le refaire à l'inverse, ça serait très difficile. Donc, on voit que certaines entreprises, nous, on a par exemple quelqu'un qui travaille de la France depuis
venir en stage en mars dernier. Évidemment, ça ne s'est pas passé. Finalement, on l'a embauchée. Mais donc, elle est en décalage horaire, elle est ailleurs, donc ça fonctionne. On le voit chez certaines de nos entreprises aussi. Certains qui sont partis au début de la pandémie quand c'était possible, qui sont allés s'installer ailleurs pour travailler, puis ils font du télétravail d'ailleurs. Donc, ça, c'est la pratique la plus avancée, si on peut dire. Mais on le voit aussi qu'il y a certains employeurs qui doivent le définir aussi, hein, parce que ça fait partie de la politique de flexibilité. Plus c'est clair, plus c'est facile à comprendre pour les emplois existants, mais aussi ceux qui arrivent. Donc, vraiment définir c'est quoi le télétravail chez vous. Est-ce qu'on a le droit d'aller travailler d'un café, dehors, d'un parc? Si je vais en vacances, est-ce que j'ai le droit de faire 2 semaines de plus, mais en télétravail, etc. Donc, c'est important à définir. Donc, c'est une très longue réponse, mais ça pour dire qu'il y a beaucoup de possibilités. Ça reste aux entreprises à les définir et à bien les encadrer, ces possibilités-là pour la suite. Je pense qu'il y a beaucoup de possibilités, puis qu'effectivement, ces définitions, elles vont dépendre de multiples aspects. Il y a une portion qui est humaine, entre guillemets, le jeu de volonté de l'employeur face à la volonté des employés et de se rencontrer à mi-chemin. Il y en a une autre qui a été évoquée pour l'instant par Jean-Steve, mais sur laquelle il faut absolument qu'on revienne et qui est, je pense, très, très, très importante et qui va jouer un grand rôle dans cette définition, c'est la notion de sécurité. Parce qu'on a, je veux dire, en 2019, on a vu un nombre de leaks de données absolument épeurant. La confidentialité des données, la confidentialité des informations est devenue un enjeu très très fort dans notre monde. Jean-Steve, peut-être que tu peux développer un petit peu comment est-ce qu'on fait pour garder nos données confidentielles d'entreprise en sécurité dans une situation où nos employés ils sont tous éclatés dans des villes différentes. Oui. Le défi principal, je dirais, le défi vraiment le plus important que les entreprises font face aujourd'hui, oui, ça a été de mettre bien sûr, il y a eu les défis de mettre en place les outils de télétravail et tout, mais aujourd'hui, le numéro 1 que moi je vois là, de façon à tous les semaines, c'est l'aspect de sécurité. Puisque lorsque les employés étaient au travail, pour les employeurs ou pour les organisations, les groupes de technologie de l'information, c'était facile avec un certain bémol, mais de protéger l'information puisque le périmètre à protéger, c'était l'environnement entre les 4 murs de l'édifice avec un périmètre d'entrée, avec l'Internet qui entrait, on protégeait les entrées, on protégeait les sorties. Donc, le contrôle était un peu plus, je dirais, simplifié qu'aujourd'hui. Ou ce que là, par exemple, si j'ai une organisation avec 10 employés ou encore même 10 000 employés, je me retrouve avec 10, si j'ai une entreprise avec 10 employés, j'ai donc 10 fois plus de risques de perdre des données puisque là, maintenant, j'ai 10 employés à la maison. Étant à la maison, le niveau de sécurité de chaque employé est différent de ce que l'entreprise offrait, comme que ce soit comme un pare-feu, les technologies d'antivirus, etc., etc. Donc, c'est très différent. Et aujourd'hui, je vois beaucoup d'organisations qui ont perdu des données puisque les gens maintenant, les hackers, les pirates informatiques savent très bien que les gens sont à la maison. Ils vont envoyer des courriels aussi simples que de dire, bien écoute, je travaille pour l'équipe informatique, on est en train de mettre à jour des systèmes ou on fait une migration de quelque chose, j'aurais besoin de ton nom d'usager, puis on doit resetter ton mot de passe, pourrais-tu me le donner, etc. Et il y en a qui vont dire, ben sérieux, il y en a qui le donnent. Ben, la réponse est oui, effectivement. Puis c'est quand même assez commun. Ou encore recevoir un courriel que ça dit que ça vient de l'équipe informatique et qu'ils doivent tout simplement régénérer votre certificat de sécurité ou quoi que ce soit. Ils vous demandent de cliquer sur un lien et que là, tout simplement, ça télécharge des ransomware qu'on appelle. C'est des genres de virus qui encryptent les données ou autres. Donc, on a des gens aussi qui ont des solutions de VPN, des solutions de tunnels sécurisés entre leur poste de travail et l'entreprise, mais juste le fait qu'ils utilisent également ce poste-là à la maison. Des fois, il y a les enfants, des fois, pourraient utiliser le poste pour faire un travail ou encore, j'ai vu des situations où avec la télééducation, ben, les jeunes, des fois, utilisaient un poste par rapport à ça, puis là, il rentrait des données où il installait un petit jeu ou un petit plugin sur le browser Internet. Et puis là, bien, on se retrouvait avec une brèche qui rentrait dans l'entreprise directement. Donc, la sécurité informatique, c'est vraiment aujourd'hui l'enjeu principal à se préoccuper. Je ne veux pas faire peur ou être alarmiste, mais en fait, je le vois de façon, comme je l'ai dit, là, à tous les semaines. Donc, de se prémunir des outils en fonction de ça.
Si c'est possible pour les entreprises, et je dis bien si c'est possible, même de dédier des postes de travail, parce qu'aujourd'hui, il y a des organisations, c'est du bring your own device, apporter vos propres équipements, donc ils travaillent sur leur propre équipement, mais en même temps avec le bureau. Il y a des entreprises, s'ils peuvent, si vous pouvez, c'est de fournir un poste de travail entièrement sécurisé, entièrement contrôlé, qui ne peuvent pas installer d'autres applications ou quoi que ce soit, ou en fait, donner une certaine flexibilité sur le travail que les gens peuvent faire, mais quand même limiter ce qui pourrait être fait. Donc, encore là, puis conserver les documents, toujours vos documents, les conserver dans des environnements centralisés que l'entreprise vous fournit, que ce soit des environnements que tantôt on parlait, par exemple, de OneDrive, de SharePoint, de G Drive ou de Dropbox ou d'autres environnements comme ça, bien, d'utiliser ces outils-là, ne pas mettre de documents sur vos postes de travail. Puisqu'encore dernièrement, je parlais avec un client où la personne avait mis ses fichiers sur son poste de travail à la maison, puis le poste de travail, tout simplement, capote. Et la personne a perdu des documents hyper importants. Lorsqu'on travaille en entreprise, on a ces réflexes-là d'immédiatement sauvegarder nos documents sur le lecteur réseau. Mais lorsqu'on est à la maison, on a perdu un peu ces réflexes-là. Mais je vous invite fortement encore à les reprendre et à les sauvegarder aux endroits que l'entreprise vous a demandé, puisque c'est quand même de l'information qui appartient à l'organisation. Est-ce que sur la sécurité, tu as des choses à ajouter de ton côté, Geneviève? Non, mais en fait, je pense que de ce côté-là, c'est vraiment beaucoup le volet formation. Hein. Je pense que c'est vraiment de s'assurer que nos employés sont bien formés sur non seulement les outils, mais sur les bonnes pratiques aussi en technologie comme ça. Puis c'est vrai que c'est probablement une des choses. Là, on commence à pouvoir anticiper un tout petit peu ce que vont être les enjeux là, pour les prochaines années. Puis effectivement, la sécurité en fait partie. Mais si, encore une fois, ça revient à la communication, si on ne l'a pas bien communiqué, si ça ne fait pas partie de nos politiques, si ça ne fait pas partie des outils qu'on fournit, ça c'est la base, mais aussi de la formation qu'on offre à nos employés, des fois, ce n'est pas nécessairement de leur faute. Donc, effectivement. Puis, encore une fois, qu'on soit une petite, moyenne ou grande entreprise, il y a des solutions pour tout le monde, à tous les prix, vraiment, à tous les coûts. Donc, c'est plus quelque chose qui est supposé limiter, en fait, là, les entreprises de ce côté-là. Il nous reste 5-10 minutes. 8 minutes techniquement, mais on va dire 5-10 minutes. Si vous avez des questions, n'hésitez vraiment pas à nous les poser dans le chat. On va y répondre. Sinon, moi, une chose que j'aurais voulu aborder avec vous, peut-être, on en a un petit peu parlé, c'est une question de gestion du temps. Parce que, Geneviève, je disais, vous avez une employée qui est en Europe, donc qui travaille en décalé. Le télétravail, ça fait qu'on a un peu notre travail qui est chez nous tout le temps. Mais je pense qu'il y a une dimension humaine qui est importante aussi à prendre en compte parce que notre vie personnelle est en permanence dans notre travail, mais notre travail est en permanence dans notre vie personnelle. Qu'est-ce qu'on peut faire comme chose très, très simple et qu'est-ce que les entreprises peuvent enseigner à leurs employés pour pouvoir se garder des respirations et essayer de déconnecter quand même un petit peu le soir ou dans les périodes où ils ne sont pas forcément censés travailler. Je vais peut-être y aller. Une des choses qui vient avec tout ça, avec tous ces changements-là, en fait, c'est des nouvelles valeurs ou en fait des choses à développer encore plus que peut-être qu'on avait avant. Entre autres, la confiance. Donc, un gestionnaire doit vraiment avoir confiance en ses employés pour les laisser télétravailler comme ça puis pas faire du micromanagement. Et les employés doivent avoir confiance aussi en leur gestionnaire puis en leur supérieur, en fait, pour être capable de bien fonctionner là-dedans. Puis vraiment, ça, c'est une chose qu'on voit beaucoup dans le cas de nous, notre employé qui est en Europe. Bon, là, il y a un décalage horaire, etc., mais il faut qu'elle se sente assez en confiance que je n'irai pas regarder le nombre d'heures qu'elle a fait par semaine, etc. Donc, ça revient un peu à la gestion par livrable parce que je ne veux évidemment pas qu'elle soit disponible 12 heures par jour parce qu'elle est à 6 heures de décalage. Et donc, je veux qu'elle se sente libre de commencer à l'heure où elle a besoin de commencer le matin. Et évidemment, de s'ajuster un tout petit peu à ce que nous, peut-être selon le type de poste, le type d'opération, etc. Et donc, c'est une confiance qui est mutuelle. Donc,
oui, c'est des outils que les employeurs doivent fournir à leurs employés, mais c'est aussi ce que les employés doivent redonner à leurs employeurs d'une certaine façon. Donc, il y a vraiment tout le côté humain, en fait, et on a vu qu'il y a eu un décloisonnement de la sphère publique et privée, en fait, là, avec ce télétravail-là tout le temps. Donc, c'est vraiment important de dire, moi, j'ai mes limites ici. Après, de se faire des codes de bonne pratique sur la communication, envoyer un Teams la fin de semaine ou le soir, peut-être pas une bonne idée. Peut-être qu'à ce moment-là, on peut utiliser un autre moyen, préprogrammer son courriel pour qu'il parte le lundi matin au lieu du dimanche ou du samedi. Donc, pour enlever de la pression un peu, il y a des choses que les gestionnaires peuvent définitivement faire. Et entre collègues aussi, on peut se mettre de la pression entre collègues, pas nécessairement juste de gestionnaire à employé. Mais donc, c'est vraiment important, en fait, d'aborder la question, premièrement, de demander à nos employés ce dont ils ont besoin, en fait, puis qu'est-ce qu'ils pensent. Ils sont beaucoup plus créatifs qu'on pense, souvent. Donc, leur poser la question, comment vous voulez mettre des choses en place, des nouvelles choses en place pour qu'on, justement, on puisse réfléchir un peu puis respirer. Il ne faut pas oublier qu'un jour, tout le monde va pouvoir avoir une vie sociale. Donc, les employés qui sont toujours disponibles parce qu'il y en a qui sont tout seuls, il y en a qui passent le temps aussi un peu en travaillant en ce moment, on va se le dire, mais un jour, ils ne seront plus disponibles, donc on ne pourra plus avoir les mêmes attentes non plus dans 6 mois, 1 an que ce qui se passe aujourd'hui, puis ça va être normal, ce changement-là. Donc, je pense que vraiment, d'apprendre à se faire confiance mutuellement, c'est une des grandes choses, une des choses positives qui vont ressortir de tout ça, mais quand même une des choses auxquelles il faut qu'on s'attarde et qu'on développe de plus en plus. Oui, je suis assez d'accord. Merci pour cette réponse. Jean-Steve, de ton côté, est-ce que tu abondes complètement dans le sens de Geneviève? Est-ce que Oui, tu as des nuances à absolument. apporter? C'est exactement, j'abonde à 100% dans cette direction-là, puisque le retour au travail, effectivement, un jour va se faire. Puis là, notre disponibilité va être différente, etc. Et aussi, comme Geneviève l'a mentionné, ce que j'adore, et ça, c'est une pratique que moi-même, personnellement, je fais, c'est de céduler nos envois. Comme par exemple, plutôt que on a des fois quelque chose en tête, j'envoie un chat. Tantôt, je parlais un peu de la différence entre un chat et un courriel. Bien, ça, c'est un exemple où par exemple, si un samedi après-midi, j'envoie un chat et que la personne sur son téléphone cellulaire, elle a l'application de communication d'installer, ben, on a la fameuse manie de toujours prendre notre téléphone et répondre instantanément. Puis ça, bien, c'est dans un horaire, on parlait de flexibilité, tantôt travail, famille, etc. C'est des pratiques qui sont peut-être pas toujours saines à avoir, ce qui fait que de céduler un courriel, si c'est pas super, puis même là, je dirais, il y a généralement rarement des cas où c'est hyper urgent, là, à moins qu'il y ait un feu à l'entreprise ou quelque chose comme ça. Ce qui fait que généralement, ça peut attendre. Puis de céduler ça, moi, j'abonde 100% dans cette direction-là. Ouais. OK. Ben, écoutez, merci beaucoup pour votre temps. On arrive à la fin de cette heure-ci. S'il y a une dernière question, on apprendra pour y répondre. Sinon, je vais vous remercier. Est-ce que vous avez peut-être un petit mot de la fin, un petit conseil de une phrase à donner à des entrepreneurs ou des entrepreneurs potentiels qui sont encore dans des questions de gestion du télétravail et de gestion du futur et de comment est-ce qu'il faut que je fasse les choses demain? C'est quoi la première chose qu'ils devraient faire pour commencer? Geneviève? Je ne sais pas la première chose, mais en fait, moi, ce que j'aurais envie de donner comme message aux gens, ça serait, 1, de prendre soin d'eux, 2, de s'accorder le droit à l'erreur, parce qu'il y a des choses que vous avez sûrement essayé dans le passé qui n'ont pas fonctionné. C'est normal, on est en période de test un peu, d'une certaine façon, un projet pilote qui dure longtemps, mais quand même. Donc, une des premières choses, d'aller chercher de l'aide, en fait. Il y en a des formations, il y a des formations gratuites, il y a des webinaires, il y a des trucs payants, etc. Mais donc, d'aller regarder ce qui se fait sur le marché, je pense que c'est vraiment... il sort des nouvelles choses, en fait, presque à chaque semaine. Donc, aller regarder un peu ce qui se fait ailleurs, puis aller chercher, aller demander de l'aide, parce que c'est difficile à gérer tout seul là, pour les entrepreneurs, pour les gestionnaires, etc. Donc, moi, je pense qu'une des premières choses que je recommanderais, ça serait d'aller chercher... c'est plus difficile parce qu'on n'est pas en présentiel, mais quand même, ça se fait. Et donc, de ne pas hésiter à sortir un peu puis de regarder ce qui se passe autour. OK. Et je dirais que pour compléter, si vous avez vous allez avoir, bien sûr, vous avez des réunions de façon quotidienne, vous en avez plusieurs par jour.
la recommandation, je pourrais vous dire, c'est gardez-vous peut-être quelques minutes entre chaque réunion pour vous lever, aller prendre un verre d'eau, vous dégourdir les jambes. Puisqu'au bureau, on a la chance souvent de marcher, on va aller luncher avec des collègues, on se déplace à l'intérieur du bureau, que ce soit juste pour aller chercher quelque chose. Donc, levez-vous, gardez-vous en action, gardez-vous en fait en mobilité. De temps en temps, comme je l'ai mentionné, restez debout. Quand vous restez debout, si vous restez plus concentré sur qu'est-ce que vous voyez à l'écran, sur la réunion, plutôt que de regarder ces courriels on the side, comme on dit sur le côté. Donc, bougez un peu, restez pas assis de 9 à 5, puisque la journée va être très longue. Parfait. Ben, merci beaucoup à vous deux. Et puis, merci à ceux qui ont été là pour ce webinaire. Il sera disponible donc, sur la chaîne YouTube de Numana. Et puis, à très bientôt pour d'autres sujets. Merci. Passionnant. Au revoir. Merci beaucoup. Au revoir.